RMC, After Espagne. Nicolas Jamin. Salut à tous, bienvenidos a todos, bienvenue dans l'After Espagne. Merci d'être toujours plus nombreux à nous suivre chaque semaine pour ce podcast 100% Liga, disponible, vous le savez, sur toutes les plateformes de téléchargement, également sur YouTube, sur Afterfoot TV, sur vos box SFR Free Orange et vos télés connectées, bien sûr. RMC BFM Play, également l'application. Edgar Grolot, en direct de Madrid, est avec nous. Salut Edgar. Salut Nico, salut tout le monde. Et nous avons invité cette semaine un grand supporter du Real Madrid, près de 30 ans qu'il est aux côtés de la Maison Blanche. Yannick est avec nous. Salut Yannick. Bonjour tout le monde. Sois le bienvenu, hein. Il va peut-être prendre la route après pour Madrid. Je ne sais pas où il va aller, mais en tout cas il est avec nous. La connexion est bonne. C'est ça, ouais. Tu es avec nous pendant la durée de ce podcast parce qu'on va parler d'un homme qui est depuis maintenant 4 saisons au Real Madrid. Il est français, international français, Eduardo Camavinga, 4 ans après son arrivée à Madrid. Parfois génial, parfois décevant, parfois moyen aussi. Pourquoi l'ancien René n'est toujours pas un titulaire indiscutable au Real? Annoncé comme un des futurs meilleurs milieux de terrain du monde, son évolution est-elle décevante? Ballotté également à plusieurs postes, ça aussi on va en parler. Le joueur est polyvalent, milieu défensif, milieu relayeur, milieu gauche, latéral gauche et désormais ailier droit. Sur les 2 dernières rencontres du Real Madrid, est-il victime de sa polyvalence? Que lui manque-t-il pour s'imposer au Real comme en équipe de France? C'est parti pour le podcast After Espagne. Allez, on commence par ce titre, hein. Camavinga, le presque, entre guillemets, titulaire, a-t-il atteint un plafond au Real? Voici son bilan, hein, depuis qu'il est arrivé. C'est 190 matchs sous le maillot merengue, 5 buts. 5 buts et pas 55 buts, sinon on ferait un bilan absolument élogieux de Camavinga. 190 matchs, 5 buts, 10 passes, 112 titularisations, 78 fois remplaçant. Alors, je m'attendais à moins de titularisation, hein, depuis son arrivée au Real. D'ailleurs, je croyais que c'était quasiment du 50% titularisation, match sur le banc. On est à 59% de titularisation sur l'ensemble des rencontres disputées. Comment, grâce à ces chiffres, définir son statut au Real, Edgar, aujourd'hui? Est-ce que tu as le sentiment qu'il a évolué? Je parle de statut, on parlera de l'aspect technique ensuite. Je pense que son statut en fait est bien illustré par ça, parce que c'est un joueur qui, on va en parler, a eu pas mal de blessures, n'a pas pu enchaîner sur certaines périodes et qui pourtant arrive souvent à récupérer une place de titulaire. Maintenant, son problème depuis qu'il est arrivé au Real Madrid, c'est le fait d'enchaîner comme titulaire, c'est le fait de vraiment s'installer durablement dans le 11. C'est ça le souci. Maintenant, ce qu'on remarque tout le temps avec Eduardo Camavinga, c'est qu'il y a des moments où on le voit sur le terrain et où il est excellent et que donc ça donne envie à ses coachs de le titulariser. En plus de ça, c'est un joueur un petit peu couteau suisse, donc ça lui a permis aussi d'avoir des titularisations quand il y a eu des absents et quand il y a eu des besoins sur d'autres postes que son poste préférentiel. Mais évidemment, je pense que ces statistiques-là, elles dépeignent à la fois le talent et le niveau du joueur, mais aussi le manque de continuité dans ses performances et dans sa disponibilité depuis qu'il est arrivé au Real Madrid. Quel regard tu portes, toi, sur Camavinga, Yannick, hein? On disait quasiment 200 matchs déjà. Est-ce que tu es déçu en tant que supporter de Real? Et d'abord, quand il a signé au Real, donc c'était il y a 4 ans, il avait que 18 ans, on se rappelle, après avoir explosé littéralement à Rennes, dans le bon sens du terme. Comment tu avais réagi à l'époque quand il signait au Real? Moi, quand il a signé, j'étais très content parce que, comme je suis déjà forcément à la Ligue 1, je l'avais vu. Alors, même si effectivement la fin de parcours en Ligue 1 était un peu plus difficile, je l'ai vu débuter, je crois, au stade d'un de ses premiers matchs à Montpellier. Et moi, j'avais trouvé le joueur exceptionnel. C'était le moment où il a enchaîné ses 5-6 matchs titulaires au PSG et tout ça. Il avait été exceptionnel. Et c'est vrai que moi, j'étais très content parce qu'il y a un gros potentiel. Donc du coup, moi, j'étais vraiment content parce que pour moi, c'était vraiment un futur crack quoi. Bon, enfin, attention. Ça reste toujours quand même un gros potentiel, mais c'est vrai que moi j'étais très content qu'il vienne. Et surtout qu'après, en plus, quand un joueur jeune comme ça, il est venu et il s'est mis dans la rotation. Et on va dire au début, ça s'est plutôt bien passé en fait, quoi. Et aujourd'hui, 4 ans après, comment tu qualifies sa carrière au Real? C'est compliqué. Il y a un peu de moi qui me dit que l'histoire elle est un peu passée, qu'il a un peu loupé le train parce que 4 ans au Real, c'est beaucoup mine de rien. Sans s'imposer. Après, le problème d'Eduardo Camavinga, c'est si on peut comparer à quelqu'un comme Aurélien Tchouaméni, qui au final, on peut les comparer, hein, c'est 2 Français, 2 milieux de terrain et tout ça. Le problème de Camavinga, c'est qu'il y a eu des moments, comme le dit Edgar, il était très bon. Mais ces moments-là, ils étaient toujours contrebalancés par le fait que quand il perdait un ballon, on prenait un but. Où il prenait trop de risques, où il faisait un truc il faisait une dinguerie. Alors qu'un Aurélien Tchouaméni, qui a peut-être très rarement, alors il est très bon en ce moment, mais qui a très rarement atteint des sommets,
Lui, par contre, c'était beaucoup plus régulier. Il y avait beaucoup moins de pertes de balles, il y avait moins de bas, en fait. Et du coup, il y a un peu d'irrégularité qui fait que je pense que les coachs ont eu du mal à lui faire confiance en tant que titulaire. C'est intéressant que tu parles déjà de Tchouaméni, je voulais en parler plus tard, mais quand même, moi je me souviens quand Camavinga et Tchouaméni signent au Real, on se dit, voilà, le Real prépare l'après-Kroos, l'après-Modric. Aujourd'hui, alors peut-être qu'on est allé un peu vite à l'époque, hein, on peut affirmer sans prendre trop de risques que ces gars-là ne seront pas à la hauteur des deux prédécesseurs, en tout cas Camavinga et Tchouaméni. Edgar. En tout cas, les profils et les profils créatifs, en fait, comme tu dis, on a les mêmes débats au Real Madrid depuis 3-4 ans. On se demande qui va prendre la place de Kroos, qui va prendre la place de Luka Modric. La réalité, c'est que, ne serait-ce qu'en regardant les profils des deux joueurs, ils ont d'autres qualités, mais ils n'ont pas les mêmes qualités que ces joueurs-là. Donc je pense que c'est presque injuste par rapport à eux de leur dire vous êtes censés remplacer ces deux bonhommes-là. Maintenant, c'est plus une question pour moi de recrutement de la part du club, de la part de la direction du Real, qui peut-être a fauté dans les profils recherchés, en plus d'Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni, pour justement avoir cette patte créative. Et aujourd'hui, tu vois un Arda Güler qui amène enfin ce créatif que les supporters avaient envie de voir depuis des années. Donc j'ai parfois eu l'impression que malgré eux, en fait, ils ont été comparés à Luka Modric et à Toni Kroos, alors que ce ne sont pas du tout les mêmes profils de joueurs, mais c'est qu'il y avait un manque dans ce secteur-là de jeu. Et donc forcément, vu que c'était des joueurs importants pour le Real Madrid, c'est eux qui parfois ont pris les critiques sur le manque de remplacement de ces deux stars-là. Edgar, Yannick a dit quelque chose d'assez fort il y a 2 minutes. Hein. Il a dit, je pense que le train est passé pour Camavinga, le train du Real. Autrement dit, voilà, il a sûrement, il répondait à la question, atteint son plafond au Real. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Edgar? Est-ce qu'il peut faire beaucoup mieux à Madrid? Je pense qu'il n'a pas pris les premiers wagons sur ses premières années, ça c'est clair. Et maintenant, je pense que c'est une saison vraiment charnière pour lui et que les supporters et le club attendent de lui maintenant qu'il passe le cap, qu'on est persuadé qu'il peut passer quand on voit ses performances, quand on voit aussi le sérieux qu'il met dans sa préparation. Faut savoir que c'est un joueur qui est très respecté pour son travail. C'est quelqu'un qui vient avant les séances beaucoup plus tôt pour faire de l'activation physique, pour essayer justement de l'activation musculaire, pour essayer justement de ne pas avoir des rechutes musculaires. Donc c'est quelqu'un qui met les efforts. Maintenant, il a eu aussi des coups du sort avec les blessures qui ne sont pas toujours de son ressort. Et je pense que c'est un petit peu la saison ou jamais pour lui, pour passer ce cap au Real Madrid. Et comme le dit Yannick, au bout d'un moment, évidemment que les supporters et le club n'auront plus la patience forcément pour penser que c'est un titulaire, ça puisse être un titulaire en puissance dans cette équipe. Maintenant, Xabi Alonso voit son profil comme un profil très intéressant, dynamique, qui peut apporter énormément de choses et surtout il a un profil différent des autres milieux de terrain de cette équipe. Donc pour moi, sa chance, elle est maintenant. Elle est maintenant, faut la saisir. Il est performant depuis son retour de blessure, mais ça n'étonne personne qu'il soit performant. Maintenant, il faut de la continuité absolument et il faut qu'il soit régulier, titulaire et performant pendant 5, 6, 7, 8 matchs consécutivement et c'est dans les prochains mois qu'on l'attend à ce niveau-là. Mais est-ce qu'il n'a pas quand même des limites techniques? Alors, je parle quand même d'un très très bon joueur européen. On ne parle pas d'un joueur médiocre, hein, un joueur qui est plus souvent titulaire que remplaçant au Real Madrid. La question c'est est-ce qu'il a progressé réellement depuis qu'il est arrivé? Et est-ce que son bagage technique n'est pas limité quelque part? Tu l'as dit, tu as parlé d'un joueur dynamique, un joueur énergique, un joueur qui sait prendre les espaces, qui sait créer les décalages également avec sa puissance. Mais Yannick, je me tourne vers toi. Techniquement, est-ce que c'est un peu dur ce que je vais dire. Hein. Est-ce qu'il n'est pas limité pour être un joueur du Real Madrid? Non, je crois pas. Enfin, moi, je le trouve assez correct hein, techniquement. C'est sûr qu'effectivement, si tu compares à Kroos et Modric, tu peux te dire ah ouais, c'est chaud. Mais si tu compares à Casemiro, par exemple, déjà, tu peux te dire ah ouais, bon, ok. Mais c'est vrai que il y a toujours ce. En fait, le problème pour moi, ça reste toujours le positionnement, le rôle que tu vas lui donner, en fait. Mais on est un peu sur la même chose que Fede Valverde au final. C'est des joueurs ultra polyvalents, qui bougent beaucoup, qui cassent des lignes, qui peuvent porter le ballon. Mais des fois, tu dis, mais attends, il est partout, mais il est nulle part aussi en même temps, en fait. Donc, je pense pas que le problème, ça soit technique. Et puis, il faut se dire quand même qu'il a progressé parce que, bon, il a gagné des titres, il a gagné une Ligue des Champions. Enfin, voilà. Enfin, et puis, il a quoi? Il a 22 ans, je crois, un truc comme ça. Enfin, il a 22 ans, ouais, t'as raison. Tu vois, c'est quand même un truc où à 22 ans, t'as des mecs qui, on va dire, ils explosent dans leur club en France et ils partent à l'étranger. Lui, il est là, il a déjà gagné des titres, des Ligues des Champions, voilà, il y a le palmarès. À 22 ans, avoir gagné ça, surtout qu'il a quand même été protagoniste parce que Ligue des Champions, il est rentré en finale et tout ça. Mais c'est vrai que, on le voit pareil, c'est pareil en équipe de France au final. Hein, on sait pas trop quoi en faire d'Eduardo Camavinga. On se dit, putain, c'est bien, mais
Mais qu'est-ce qu'il faut faire avec lui? Et effectivement, comme l'a dit Edgar, là, il a la carte Xabi Alonso, où on ne sait pas encore trop ce qu'il veut faire, mais il y a un peu ce fantasme de se dire c'est un joueur total, il va en faire quelque chose. Il va le mettre, il va peut-être, je sais pas, un latéral qui va intégrer le milieu de terrain, mais bon, enfin, voilà, pour moi, sa dernière carte, c'est Xabi Alonso, mais bon, il y a déjà des rumeurs comme quoi il partirait peut-être au mercato d'hiver. Ouais. Donc, je sais pas, c'est sûr que s'il y a une offre qui arrive et puis ça va être une grosse offre parce qu'avec 22 ans, avec son palmarès, son potentiel, s'il y a une offre de 70 millions qui arrive, ça m'étonnerait qu'on la refuse. Hein. Toi, tu laisses partir, toi, un Camavinga? Il y a des clubs anglais qui s'intéressent à lui. S'il y a 70 millions d'euros sur la table, Chelsea, on sait, s'y intéresse, United également. Tu laisses partir ou pas, Yannick, franchement? À l'instant T, je laisse partir. Après, effectivement, 70 millions, après, c'est quand même pas mal. Hein, je veux dire. Mais le Real, ça va, tout va bien. Et non, on n'est pas le PSG non plus. Non, mais après, le truc, si tu veux, c'est que au milieu de terrain, là, t'as qui? T'as Tchouaméni qui est très bon, t'as Arda Güler qui va plutôt jouer au milieu de terrain. Et du coup, ouais, c'est sûr que ça apporte en nombre parce que t'as beaucoup de matchs. Mais à 70 millions, je pense que tu peux difficilement refuser. Puis lui, si ça lui permet de passer un cap au final, de passer un cap, d'aller mieux, je sais pas. Voilà, après, effectivement, oui. Ouais, moi, à 70 millions à l'instant T cet été, je l'aurais vendu à ce prix-là. Je le verrais bien en première ligue avec ses qualités. Edgar, est-ce que c'est une vraie actualité, un vrai sujet? Évidemment, il y a beaucoup de rumeurs sur un départ cet hiver ou l'été prochain de Camavinga, qui, je rappelle, est sous contrat. Il a un contrat long. Il est sous contrat jusqu'en 2029 au Real Madrid. Non, honnêtement, c'est pas un sujet dont on entend énormément parler ici à Madrid et je pense que ça n'aurait pas de sens de le voir partir l'hiver, vu justement, comme le dit Yannick, il n'y a pas énormément de monde non plus au milieu de terrain. Je trouverais ça extrêmement étrange de le voir partir. Et surtout, je pense que c'est la saison, comme on a dit, où le Real veut aussi miser sur lui, peut-être une dernière fois tout mettre et espérer qu'il passe ce cap-là. Et en tout cas, je sais qu'au club, les gens croient encore en lui, que le staff croit encore en lui. Comme je vous ai dit, c'est un professionnel. Et Xabi compte sur lui dans son groupe. Donc, ça m'étonnerait très, très, très fortement qu'il parte à l'hiver. Maintenant, son avenir au Real sera forcément aussi dicté par ses performances tout au long de la saison. Il ne pourra pas rester 10 ans s'il n'arrive pas à enchaîner et à s'imposer comme titulaire. Ça, c'est une certitude. Bon, est-il victime de sa polyvalence? Justement, là, on a compilé des stats. On en parle dans un instant. On fait une courte pause et on retrouve Yannick depuis sa voiture et Edgar depuis Madrid. À tout de suite. Eduardo Camavinga a-t-il atteint son plafond en termes de niveau au Real Madrid après 4 saisons quasiment? Tiens, regardez, on a évoqué Yannick et Edgar déjà sa polyvalence. C'est le joueur polyvalent par excellence. Le problème dans ces cas-là, c'est qu'on dit souvent qu'il est bon partout, mais excellent nulle part. On va faire un débat. Quel est son poste préférentiel selon vous? Lui, on le connaît. On va l'écouter, regarder ce qu'il a dit dans un instant. Regardez la répartition de ses matchs au Real Madrid. C'est assez éloquent. Sur ces 190 matchs, 88 fois milieu axial, central en tout cas, 68 fois milieu défensif, arrière gauche à 28 reprises, ça c'est grâce à Carlo Ancelotti ou à cause d'eux, et puis milieu sur le côté gauche une fois et milieu côté droit 2 fois désormais. Il l'a fait sur les 2 derniers matchs, contre le Barça et contre Liverpool. Je rappelle également qu'il a donné des idées, Carlo Ancelotti, à Didier Deschamps, puisqu'il a déjà été aligné 28 fois, plusieurs fois en équipe de France également en tant que latéral gauche. Edgar, tu le préfères dans quel rôle, Camavinga? Celui où il a le plus joué avec le Real Madrid, mais où il n'a pas assez joué avec le Real Madrid, c'est-à-dire milieu axial, milieu central, c'est-à-dire quelqu'un qui peut à la fois apporter défensivement comme offensivement, qui peut se projeter, qui peut gratter des ballons, quelqu'un qui a tout le terrain aussi autour de lui et qui n'est pas cantonné forcément à un côté, parce que pour moi c'est un joueur qui est très très bon dans les petits espaces et qui donc peut exploiter un poste vraiment au cœur du jeu. Maintenant, je pense qu'il a besoin d'enchaîner des matchs à son poste aussi, pas seulement juste d'enchaîner des matchs, et que ça lui permettra, ou en tout cas, je l'espère, de passer un cap à ce poste-là et de montrer peut-être qu'il peut être excellent à ce poste-là, parce qu'il n'a pas souvent eu l'opportunité d'enchaîner des longues périodes de temps en jouant à son poste. Donc c'est un autre problème. Il y a la question du temps de jeu, mais il y a aussi la question du poste, et donc c'est une difficulté. Maintenant, pour la défense de ses coachs aussi, il a parfois été à ce poste sans être convaincant quand il était mis titulaire. Oui. C'est parfois aussi un joueur frustrant sur ce point-là. Donc, à la fois, on peut dire oui, parce qu'il n'enchaîne pas assez, mais pour enchaîner, il faut se donner aussi les moyens. Et il faut mon coach que dès qu'on est mis à son poste, on va être performant. Parfois, depuis qu'il est arrivé au Real, c'est pas le cas. Et vu que c'est un joueur polyvalent, effectivement,
entre guillemets, il souffre de ça aussi, que ça permet à ses coachs de le mettre à d'autres positions, sur des positions où il va être bon, parce que c'est un bon joueur de football, mais ça va pas être un joueur de classe mondiale. Par exemple, latéral gauche, il peut faire le taf, il peut être un bon latéral gauche, mais c'est pas un latéral gauche de classe mondiale, évidemment, c'est pas son poste. Lui n'a jamais caché sa préférence. Il a encore dit début octobre sur TF1. Il a dit: vous allez me poser une question sur le poste de latéral gauche. S'il faut jouer à certains postes pour dépanner, oui. Pour dépanner, oui. Mais sur la longue durée, non. Latéral gauche, non. Milieu, oui. Milieu, voilà, on en a parlé avec toi, Edgar. Yannick, soit milieu relayeur, soit milieu défensif. Moi, j'ai tendance à penser que son meilleur rôle, ça reste d'être un relayeur, un homme qui aura aussi une liberté pour se projeter forcément vers l'avant. Qu'est-ce que tu en penses, Yannick ? Ah oui, donc clairement, de toute façon, il a un profil box-to-box. C'est un joueur qui vraiment qui casse des lignes, qui porte le ballon, qui a une grosse activité. Mais le souci, en fait, c'est que ça, il faut que ça soit adapté à ton équipe et à ton milieu, en fait. Et moi, c'est vrai que le souci, c'est qu'il a jamais été mis dans des très bonnes conditions, entre guillemets, puisque il est arrivé, je crois, grosso modo, il est arrivé il y a 4 ans. Bon, bref, le milieu de terrain, c'était Casemiro, Modric. On part toujours de cet étalon-là, qui est le milieu de terrain, Casemiro, Modric, Kroos, qui sont 3 joueurs avec des profils très différents. Un milieu défensif pur, un joueur qui joue très bien dans les passes et un joueur qui va être balle au pied très très fort comme Modric. Et là, le problème, si tu veux, c'est qu'il a été associé à des mecs, Tchouaméni, qui en plus n'était pas au top à ce moment-là. On a beaucoup essayé de le faire jouer avec Fede Valverde, mais c'est les mêmes, et pour moi, ça peut pas marcher. Du coup, en fait, c'est qu'il a toujours péché de pas avoir, pour moi, la bonne personne autour de lui. Mais le problème, c'est que dans le football moderne, ça existe plus trop, ce genre de profil, en fait. Alors, Tchouaméni, maintenant, il est un peu plus calme, milieu défensif, ça va. Mais en fait, il faudrait, pour moi, c'est typiquement un genre de joueur, il faudrait qu'il soit à côté d'un vrai milieu défensif à l'ancienne, quoi. Genre un N'Golo, peut-être pas un N'Golo Kanté, mais enfin, ce genre de profil. Et lui, du coup, il serait libre et avoir un vrai 10 devant aussi qui lui permettrait d'avoir beaucoup d'espace sur le terrain. Seulement, au Real, t'as plein de joueurs qui font plein de choses, en fait. Tchouaméni, il est un peu dans son truc, mais quand tu joues avec Arda Güler et Bellingham, c'est des mecs qui sont un peu partout, ils dévorent. Et du coup, je pense qu'il sait pas trop où se mettre. Et souvent, il s'est projeté un peu à tort. Comme je disais, souvent, il a perdu des ballons chauds devant la défense. Et moi, je pense qu'il y a une histoire de cadrage sur le terrain. Alors, c'est vrai que le mettre sur un côté, ça résout un peu le problème parce que tu vas lui permettre on va dire, de développer toute son énergie en la canalisant à une bande du terrain. Mais en latéral gauche, il y a Carreras qui est très bon maintenant. Et plus haut, ou alors il ferait peut-être dans un système en piston, peut-être que ça pourrait être pas mal. Mais bon, je sais pas. Encore une fois, je suis pas sûr qu'au Real, on ait les joueurs pour l'intégrer à un milieu de terrain dans lequel il puisse performer. Bon, si je t'écoute, il est quasiment dans une impasse, Yannick Camavinga au Real. Après, c'est au coach de trouver un système aussi, dans lequel il va pouvoir mettre en valeur un peu Camavinga, comme un autre joueur, ou comme en ce moment, il est déjà dans la merde en train d'essayer de faire ce qu'il peut entre Arda Güler et Bellingham, mais oui, c'est sûr que pour moi, il faut le mettre dans de bonnes conditions. Alors, peut-être à côté de Tchouaméni, on sait jamais, à côté de Tchouaméni après, c'est un joueur qui peut presser. C'est vrai qu'Xabi Alonso, il aime bien, il est sur le pressing là en ce moment, donc bon. Voilà, il a une carte à jouer, mais honnêtement, moi, ça me paraît difficile quand même. Enfin, il va falloir vraiment qu'il fasse des très, très, très gros matchs. Là, il y a 3 semaines. Vas-y, Edgar, vas-y. Sachant aussi, Nico, Yannick, Aurélien Tchouaméni est blessé là pour. Voilà, c'est ça, 3 semaines. Alors, il y a la trêve, mais il y aura déjà un match face au Rayo ce week-end. À voir si Eduardo Camavinga aussi n'a pas une place à jouer. Il ne va pas devoir, l'espace d'un match, occuper le rôle un petit peu d'Aurélien Tchouaméni, ou en tout cas occuper un rôle un petit peu plus de milieu défensif, de sentinelle. À voir s'il peut exceller aussi à ce poste-là. Je pense en tout cas que ça peut, encore une fois, montrer sa palette. Mais encore une fois, il va peut-être pas jouer, comme le dit Yannick, dans la disposition qui le convient le mieux. À voir aussi quand Aurélien Tchouaméni reviendra, s'il sera disponible dès le premier match au retour de la trêve, ou si Eduardo Camavinga aura peut-être cet espace-là pour quelques matchs, et là peut-être qu'il y aura d'autres horizons qui peuvent s'ouvrir pour lui. Et pour ouvrir les horizons, pour s'imposer au Real, avoir un vrai rôle de cadre à terme, car il n'a que 22 ans, il faudra aussi moins se blesser. Malheureusement, ça ne dépend pas que de lui, bien sûr. Regardez, pour un joueur de 22 ans, le nombre de matchs manqués sous le maillot du Real depuis qu'il est arrivé en 2021, c'est important. 57 matchs manqués en 3 saisons et 3 mois de compétition, c'est beaucoup. Surtout, bien sûr, la saison dernière, 159 jours. C'est pas une année blanche, saison blanche, mais on n'en était pas loin pour Camavinga, qui cette année a déjà manqué 37 jours de compétition, 6 matchs manqués. Voilà, là aussi, malgré le travail qu'il fait, comme tu le dis, l'activation athlétique avant les entraînements, ça ne dépend pas que de lui. Mais ça aussi, c'est un tableau qui peut inquiéter quand même, Edgar, les blessures récurrentes de Camavinga.
Oui, bien sûr, bien sûr. Maintenant, au sein du club, ils estiment que, alors ils ont expliqué par exemple, j'en parlais avec eux la saison dernière, ils expliquaient que selon eux, c'était notamment dû à l'enchaînement des saisons. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de pause pour, comme pour d'autres joueurs, hein, c'est pas du tout le seul à avoir été touché, mais dans le cas d'Eduardo Camavinga, ils estimaient que la préparation estivale qui avait été largement tronquée la saison passée, avec l'Euro, avec ces saisons qui s'enchaînent à chaque fois, ils estimaient que c'était dans son cas largement dû, les blessures qu'il a pu avoir, au fait qu'il n'avait pas pu couper. Maintenant, il a eu une longue blessure d'avril à septembre avant cette saison, donc là il revient, et ce qu'on nous explique autour de lui, c'est que lui, il n'a pas de psychose par rapport aux blessures. Maintenant, évidemment, quand on regarde toutes les blessures qu'il a pu avoir, on peut se poser des questions, c'est normal. Mais en tout cas, tout ce qu'on nous assure, c'est que c'est un joueur très sérieux, c'est un joueur qui fait les efforts. Après, malheureusement, comme on disait, parfois il y a des coups du sort aussi qui font qu'un joueur est blessé. Et je pense que malheureusement pour lui, il a aussi eu des éléments qui ont fait qu'il n'a pas pu complètement s'exprimer et qui souvent n'ont pas été de son ressort et qui sont parfois, tout simplement, la faute à pas de chance. Des fois, on peut se blesser sans que ça soit forcément Bien sûr, dû à un manque de travail. Et malheureusement, dans son cas, je pense que ça a parfois été le cas. Et comme ça, joueur explosif, il est encore plus sujet aux blessures. Alors Camavinga, c'est un peu comme le Real depuis le début de la saison. On ne sait pas ce que ça vaut. On voit ce que ça fait en Liga. Leader, 5 points d'avance sur le FC Barcelone. En Ligue des Champions, c'est correct pour l'instant, mais on ne sait pas jusqu'où ça peut aller surtout, notamment après la défaite contre Liverpool. Lui, d'ailleurs, a été remplacé à la 71e minute de jeu après une prestation plutôt neutre. Camavinga, côté droit, comme il l'avait fait face au Barça. C'est aussi pour ça que Xabi Alonso a voulu l'installer sur ce côté, parce que ce qu'il avait vu dans le Classico lui avait beaucoup plu. Comment vous jugez, vous, et surtout toi, je me tourne vers toi, Yannick, ce début de saison du Real? Sur le papier, tout semble aller très bien en fait. 21 matchs et 7 victoires, je l'ai dit, leader de Liga. En Ligue des Champions, tu es dans un rythme qui va tranquillement te qualifier pour la suite de la compétition, voire directement dans le top 8. Mais malgré ça, on ne sait toujours pas ce que vaut ce Real par rapport à celui de la saison dernière de Carlo Ancelotti. Pour moi, le Real, pour l'instant, vous savez, c'est un peu comme à l'école. C'est-à-dire, t'étudies, t'as des devoirs et tout. Et puis, à chaque fois qu'il y a un contrôle, du coup, tu n'y arrives pas. Depuis que Xabi Alonso il est arrivé, il y a eu 3 défaites. Ça a été PSG, Atlético Madrid, Liverpool. Et c'est marrant parce qu'à chaque fois, je trouve que ça borne bien, en fait, une petite partie de la saison en disant, bon voilà, donc le Real, on a vu ça, c'est pas mal, il y a des progrès. Et là, maintenant, il va falloir confirmer à ce moment-là. Bon, Paris, c'était trop fort. Et on va dire que Xabi Alonso avait récupéré l'équipe trop tôt, mais on avait déjà commencé à voir des choses. L'Atlético, c'est spécial, l'Atlético, ça se joue pas vraiment sur le terrain, c'est des matchs difficiles, on a une équipe un peu jeune, donc ils se sont fait un peu, je pense qu'ils se sont fait un peu bouffer mentalement par le match. Mais on a vu des limites. Et là, Liverpool, c'est pareil, on a vu des limites parce qu'on a joué, mais j'ai trouvé que c'était un poil mieux après. Mais je vois un peu ce qu'il fait, Xabi Alonso. Il y a du taf, il y a des points qui sont mieux. Il y a des grosses interrogations quand même parce que moi, je suis désolé sur l'animation offensive contre Liverpool. Alors je veux bien, en plus c'était Camavinga à droite, mais il y a un moment donné moi je trouve qu'on a été bon une bonne partie de la première mi-temps où on a réussi à passer un peu le pressing et à reprendre le ballon et on n'a pas réussi à en faire quelque chose. C'était tout à gauche sur Vinicius et c'est vrai que pour l'instant il y a des interrogations. Le seul gros match qu'on a gagné c'est le Barça, mais le Barça on sait même pas au final vu la gueule de leur équipe, on sait même pas si au final c'était un si gros match que ça. Donc c'est bien parce que déjà les petits contrôles journaliers, ça c'est fait. Toutes les petites équipes, c'est fait, c'est géré. Le match d'avant contre Valence, dimanche dernier, on a vu un très bon match avec du pressing, donc tout ça c'est géré. Maintenant, c'est sûr que si tu veux aller performer en Ligue des Champions, ça passera par des gros matchs. Et là, pour l'instant, c'est vrai qu'il y a des limites. Dès que tu as une équipe qui te presse, qui est bien compacte, tu as des limites qui sont individuelles par moment, mais tu as des limites pour moi qui sont un peu collectives. Et en termes de jeu, je suis un peu déçu parce que propose Xabi Alonso. Il y a sur le pressing, sur on va dire les grands concepts de jeu, ça va. Mais sur l'animation à proprement parler, j'ai du mal quand même toujours à comprendre qu'est-ce qu'il veut faire en fait. Ouais, alors c'est marrant que tu dis ça parce que le journal Sport, journal espagnol, qui a relayé cette semaine les propos d'un proche, d'un élément important du vestiaire, il dit ça. Sport c'est catalan, attention. Oui, t'as raison, c'est vrai, t'as raison. Il se prend pour Pep Guardiola, mais pour l'instant, il n'est que Xabi. Je ne sais pas si c'est forcément une réflexion qui est prolongée à l'ensemble du vestiaire du Real Madrid. Edgar, on a le sentiment que l'enthousiasme après son arrivée,
c'est un peu effrité depuis, qu'il y a des interrogations. On n'en est pas à mettre en cause son travail dans sa profondeur, sa totalité, mais ça commence doucement à irriter certains au Real et autour du Real, Edgar. Oui, il y avait eu un papier de The Athletic qui est pour le coup une source assez fiable très fiable même sur le Real Madrid et qu'on a pu confirmer, qui disait que il y avait certains joueurs effectivement qui se posaient des questions par rapport à leur utilisation, que ce soit dans le jeu ou par rapport au temps de jeu, et ça c'est une réalité. Il y a des joueurs qui n'ont pas tout compris. Évidemment, le symbole de ça c'est Vinicius Junior qui l'a montré publiquement, mais c'est pas la seule situation qui a pu interroger. Le cas d'Hendrick évidemment qui a pas eu tant de jeu. Rodrigo, on comprend pas vraiment son utilisation. Mastantuono, il a commencé en étant titulaire indiscutable presque, on comprenait pas trop. Et après, du jour au lendemain presque, il jouait presque plus. Et en plus maintenant, il a une pubalgie. En tout cas, il y a plusieurs situations qu'on comprend pas forcément. Récemment, il y a eu des critiques aussi parce que Trent Alexander-Arnold revient de blessure, n'a pas de temps de jeu et entre en cours de jeu face à Liverpool sans avoir 2 minutes dans les jambes alors que le Real Madrid est mené. Il y a des choses qui peuvent surprendre et surtout qui font écho peut-être à déjà des critiques qu'il y avait pu avoir en Allemagne par rapport à Xabi Alonso. Paulo Breitner nous en parle souvent dans les drôles de dames le lundi soir, où il explique que certains joueurs de Leverkusen estimaient qu'il n'y avait pas assez de communication de la part de Xabi Alonso avec ses joueurs. Maintenant qu'on a dit ça, quand Xabi Alonso est arrivé dans les premières semaines, où notamment on avait beaucoup pu échanger avec les joueurs pendant la Coupe du Monde des clubs, ils nous disaient tous à quel point ils étaient heureux de l'avoir, à quel point justement pendant les entraînements il était impliqué avec les autres joueurs, à quel point ils apprenaient notamment les milieux de terrain, notamment Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham, à quel point ils apprenaient de lui. Et aussi, il faut prendre en compte que les résultats, pour l'instant, certes, dans les grands matchs, on a eu 2 grands matchs décevants face à l'Atlético et Liverpool, mais ils sont premiers du championnat et pour l'instant, ils sont dans le top 8 de la Ligue des Champions. Donc, il n'y a pas le feu. Je pense qu'il y a aussi des choses qui vont se mettre en place, c'est normal. Et je pense que c'est un entraîneur, peut-être, il l'a montré à Leverkusen et peut-être qu'il va le montrer à nouveau. Peut-être que c'est un entraîneur qui ne colle pas avec tous les coachs et dont la façon de communiquer avec les joueurs ne colle pas avec tous les joueurs, et ça c'est le cas de beaucoup de coachs qui n'arrivent pas toujours à l'unanimité dans leur vestiaire, mais aujourd'hui on n'a pas non plus une situation cata au Real Madrid, ni un vestiaire au bord de l'implosion, voilà. Et encore une fois, pour l'instant les résultats sont là. Si jamais les résultats ne sont pas là, on verra comment ça peut évoluer. Peut-être que forcément les frustrations qu'il peut y avoir sur le plan individuel peuvent ressortir d'autant plus si les résultats ne suivent pas derrière. Non, mais c'est sûr que passer après le grand théoricien de la calinothérapie, en l'occurrence Carlo Ancelotti, forcément tu passes pour un froid arrogant à côté de Carlo. On s'est régalé les gars, c'était un plaisir de vous avoir encore une fois pour parler de Camavinga. On va suivre la suite de sa saison bien sûr. Merci à toi Yannick, tu peux prendre la route désormais. Merci d'être venu dans ce podcast After Espagne. Ton maillot est bloqué ou pas? Il y a un nom derrière ton maillot ou pas? Je vous laisse deviner, vous voyez le maillot, à votre avis c'est quoi ça? C'est Ronaldo. Non, c'est Ronaldo, c'est après. Ah non, c'est après. C'est 2000 ça. C'est Guti. C'est l'année 2000. On gagne la Ligue des Champions en 2000. C'est un joueur français. Anelka. Exactement. Je suis 79 quand il arrive au Real. En plus, c'était un peu, ça représentait un peu une certaine chose pour un jeune Français un peu en mode de la ville. Donc voilà, Nico Anelka. Merci Yannick. Merci à toi Edgar. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast After Espagne. Merci à tout le monde. RMC After Espagne.